Euh, donc, bienvenue à cette formation sur Aruba Central. Donc, ça va être une formation, disons, ciblée sur les éléments principaux lorsqu'on adopte, dans le fond, un nouveau client sur la technologie Aruba Central pour la gestion. Alors, on va couvrir aujourd'hui les aspects des licences qui sont requises pour justement la solution Aruba Central. On va parler aussi de l'enregistrement d'un usager simple sur la solution Aruba Central. Comment on provisionne justement la solution, la notion de groupe, comment c'est organisé dans Central, et par la suite, si tout va bien, je serai en mesure de vous faire une petite démonstration de comment on adopte justement 2 points d'accès dans la solution Aruba Central. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Ce qui est intéressant avec la solution Aruba Central, c'est que justement, c'est une solution dans le cloud qui utilise les mêmes points d'accès qui, traditionnellement, pouvaient fonctionner soit de manière autonome ou soit avec un contrôleur de mobilité ou soit avec une gestion à travers Airwave. Et là, maintenant, on a, dans le fond, une solution de plus pour faire la gestion qui se trouve être une solution dans le cloud pour faire justement la gestion des configurations, la surveillance, le troubleshooting et les différents rapports. La solution cloud, dans le fond, va fonctionner avec justement des licences de dispositifs que je vais voir un petit peu plus tard. Et on a aussi des tokens de service, donc des options qu'on peut rajouter de manière granulaire. Donc, l'une des options est entre autres l'aspect d'avoir des portails captifs, donc le Guest Wi-Fi. Il y a la possibilité aussi de faire l'analyse de trafic, l'analyse de présence, donc c'est souvent on va référencer cette solution-là à du Retail Analytics. C'est sûr que c'est une solution de base, ce n'est pas un Retail Analytics comme on pourrait retrouver avec des solutions un peu plus poussées, notamment, bon, Euclid ont certains aspects de plus. Toutefois, bon, ça se compare quand même relativement bien à Euclid. Mais si on regarde d'autres solutions un peu plus avancées, donc par exemple Health Lab, ils ont des solutions qui permettent justement d'avoir le Retail Analytics avec le plan d'étage. Donc, c'est une solution qui est peut-être un petit peu plus complète que celle offerte dans le Aruba Central. Dans les nouveautés que je vais être en mesure de vous montrer et qui vont bientôt être disponibles, on a un dashboard de UCC pour Skype for Business. Donc, le UCC, c'est similaire à ce qui est présent soit dans Airwave ou encore dans le contrôleur de mobilité pour être capable de visuellement voir la qualité des appels de voix sur IP over Wi-Fi et être capable de simplifier le troubleshooting, l'analyse ou le diagnostic. On a aussi Clarity, donc ça c'est dès maintenant c'est disponible sur la solution Central. On a maintenant aussi, ou en tout cas tout nouveau, ça va être la solution pour Air Group pour être capable de visuellement voir les optimisations qui sont faites de ce côté-là. Et on a aussi VisualRF et je suis tout content, je pense que je suis le premier à l'avoir mis en service hier soir, alors je vais être en mesure de vous le montrer live sous vos yeux. Donc, un vrai VisualRF avec la même intégration qu'il y a dans Airwave, mais disponible dans le cloud. Les avantages de ce service, donc l'offre de service qu'on offre grâce à cette console de gestion Central, est dans le fond qu'on est capable d'avoir des souscriptions sur 1, 3 ou 5 ans et que le support matériel est inclus. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise la solution Aruba Central, il n'est pas requis d'ajouter la maintenance sur la tarification d'un point d'accès instant. Donc, la solution vient tout ensemble. Alors, si on regarde un petit peu plus au niveau du licensing, comme je vous l'avais décrit brièvement tout à l'heure, donc on a besoin d'une licence de dispositif pour chaque point d'accès instant ou contrôleur de mobilité ou commutateur. Et à cela, on va rajouter des service tokens pour rajouter dans le fond des services, par exemple, de
guest access ou de présence ou de clarity, etc. Ce qui est intéressant avec ce découpage-là, avec les services, c'est par exemple une chaîne de commerce au détail ayant plusieurs points de service et avec un comptoir disponible dans chaque succursale. On pourrait penser par exemple à un commerce de revente de pneus, par exemple, pour lequel justement il y a un comptoir de service où le public peut se présenter à l'avant. Donc, c'est sûr que ce point d'accès-là dans le cluster en question va avoir des services de guest access, va avoir des services d'analyse de présence. Toutefois, le warehouse à l'arrière n'a pas de besoin d'avoir les licences ou les tokens pour le guest access ou la présence. Parce que justement, ce n'est pas un endroit qui fait face aux clients. Donc, on n'a pas besoin d'avoir le portail captif, pas de besoin d'avoir justement le Retail Analytics activé pour les points d'accès qui sont, dans le fond, pour l'entrepôt. Alors, ça permet d'être un petit peu plus agile du point de vue du coût de la solution et de la manière dont on va le déployer. Donc, juste à haut niveau, ici, c'est les prix de détail, prix de détail suggérés en dollars US pour chacune des types de licences, donc les device management, ainsi que les licences de services supplémentaires pour les différentes options. Maintenant, donc, pour un nouveau client, dans le fond, la première chose, ça va être pour le client, il faut qu'il s'enregistre sur le Aruba Central. En s'enregistrant sur le Aruba Central, il peut utiliser son courriel. Ça prend un courriel valide, tout simplement. Donc, même les jeunes enfants pourraient, dans le fond, s'enregistrer s'ils disposent d'un courriel. Et, dans le fond, on va remplir le petit formulaire. Et, bon, ici, on a une petite option pour les clients qui utilisent Aruba Activate. Je vous dirais pour le client normal, on n'a pas de besoin d'activer le Aruba Activate. C'est un autre processus. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des questionnements au sujet de ça. Généralement, ça va être pour l'aspect de Aruba Activate, c'est pour les fournisseurs de services, comme par exemple TELUS, Bell, merci d'être sur l'appel, qui déciderait justement d'avoir une offre de service géré, pourrait désirer, je dis bien au conditionnel, utiliser la solution Aruba Activate pour simplifier l'embarquement des points d'accès dans un portail qu'on appelle le Managed Service Provider Portal. Donc, c'est le même portail Aruba Central, mais en mode qu'on appelle MSP pour justement le Managed Service Provider. Ça, on pourra en faire, dans le fond, peut-être une discussion plus particulière si c'est une chose qui vous intéresse, parce que c'est un processus légèrement différent en mode Managed Service Provider. Donc, on va garder ça simple pour les besoins de la présentation actuelle. On va garder ça comme si c'était un client ordinaire. Alors, bien entendu, les différents champs sont importants, dont le nom de la compagnie qui est important. Idéalement, on veut que ça soit, dans le fond, le libellé exact de l'enregistrement légal de la compagnie, de manière à simplifier par la suite lorsque le client fait l'acquisition de d'autres points d'accès, de manière à ce que ça soit automatiquement embarqué dans son compte. Donc, la personne s'enregistre. La personne va s'enregistrer et obtenir, dans le fond, son compte Aruba Central, qui va avoir ou disposer, dans le fond, d'un identifiant unique. Chaque client a, dans le fond, son ID dans Aruba Central, qui lui est spécifique. Une fois que l'enregistrement est fait, la personne obtient automatiquement des licences d'évaluation qui sont assignées à son compte et par la suite peut ajouter les licences qu'il a acquis, dans le fond, à travers vos services de revente.
Dans les choses qu'on peut, en fait, il faut être au courant de certains petits détails là, pour être capable de troubleshooter ou d'être capable de diagnostiquer. Bien entendu, lorsque, admettons, un IAP n'arrive pas à se joindre, il est possible, dépendamment de la génération du IAP, que ça soit une problématique au niveau du firmware ou encore au niveau du certificat. On a des vieux firmware qui ont des certificats intégrés dedans qui sont malheureusement obsolètes. Par conséquent, il faut, dans le fond, appliquer la mise à jour à travers l'interface Instant pour utiliser le dernier firmware disponible. Et une fois que le correctif, ou en tout cas que la mise à jour est appliquée et que le point d'accès est redémarré, là, il va être en mesure justement de se joindre à Aruba Central sans problème. Idéalement aussi, on veut que le cluster soit monté de manière à ce que ça simplifie l'embarquement et qu'on n'ait pas à répéter l'opération sur tous les AP du même cluster. Les licences doivent être appliquées idéalement sur l'ensemble des points d'accès et non pas juste sur un point d'accès qui se trouve être dans le fond un point d'accès secondaire qui a été joint au cluster et qui ne se trouve pas être le maître du cluster. Est-ce que les points d'accès sont déjà joints à Airwave? S'ils sont déjà joints à Airwave, là, il y a un autre processus qu'on pourra discuter dans un autre moment, ou en tout cas, si c'est un point qui vous arrive et que vous, dans le fond, vous voulez transitionner un usager qui est déjà en train d'utiliser Airwave vers une solution Aruba Central. Bon, mais il y a un processus pour lequel il faut désembarquer, dans le fond, les points d'accès qui sont joints à Airwave pour être capable de les embarquer sur Central. Alors, on est capable justement de vérifier ces détails-là avec justement le AMS IP dans les commandes, en ligne de commande sur le cluster Instant. L'une des choses aussi qu'il faut vérifier, c'est si on est en mesure de rejoindre device.arubanetworks.com. Donc, on doit être capable de le joindre sur le port TCP 80 ou 443, ainsi qu'être capable d'en faire la résolution DNS. Il faut aussi que le NTP, donc la solution, soit à l'heure avec justement les options de NTP pour synchroniser le temps, bien entendu. Tout ça, c'est pour être capable de légitimement accepter le certificat qui est présenté par Aruba Central dans sa plage de temps de validité. Donc, comme je vous le disais, le dernier firmware, c'est la meilleure solution. Donc, quelques commandes ici pour faciliter le troubleshooting. Et pour vous, partenaires qui êtes connectés présentement sur la formation, vous avez accès aux détails de troubleshooting, si vous voulez avoir plus de détails, à travers justement le lien Arubapedia. Dans l'optique de débugger un commutateur qui serait géré par Central, bon, bien entendu, il faut regarder si on a les licences. C'est un peu le même genre de processus, même chose. Là. Il faut que device.arubanetworks.com soit résolvable et accessible via TCP port 80 et 443. Il faut aussi que pool.npp.org soit disponible. Idéalement, on recommande d'utiliser la version 16.03. Veuillez prendre note qu'on vient tout juste de publier la nouvelle version de nos commutateurs, donc la version 16.04. Alors, bien entendu, cette nouvelle version offre différentes fonctionnalités, entre autres le Per User Tunnel Node, donc différentes choses qui peuvent être très intéressantes de votre côté pour offrir aux différents clients. Et bien entendu, il faut s'assurer que la configuration, pour qu'elle puisse se joindre adéquatement, a dans le fond une configuration par défaut pour être capable de joindre Central. Alors, différentes commandes supplémentaires pour diagnostiquer. Et voilà. Maintenant, pour le provisioning, bien entendu, dans les éléments qu'il faut bien comprendre à travers Central, c'est qu'on a la notion de groupe. Donc, pour ceux qui étaient familiers avec Airwave, on avait aussi la notion de groupe. Et dans les groupes, on a, dans le fond, la gestion des configurations. Donc, les clusters ou groupes de switch peuvent se retrouver dans un groupe pour obtenir leur configuration. Un dispositif peut seulement appartenir à un groupe,
Toutefois, un groupe peut avoir plusieurs dispositifs. Donc, même dans le fond, principe que dans Airwave. Toutefois, dans Airwave, on avait la notion de folder pour classer les dispositifs de manière à pouvoir exécuter des rapports, par exemple, par regroupement de commutateurs ou de points d'accès qui font partie d'un même site, par exemple. La notion de folder n'a pas été reconduite dans Aruba Central de manière à garder la solution un peu plus simple, donc un peu moins détaillée et éviter dans le fond la confusion. Souvent, plusieurs personnes reprochaient à Airwave sur cet aspect-là, oui, d'offrir beaucoup de flexibilité, mais en même temps, ajoutait quand même une certaine complexité et confusion auprès des clients. Donc, on a décidé de consolider toute cette notion-là à travers la notion de groupe. Puis, je vais passer en détail un petit peu plus, là, quel est cet aspect-là pour les groupes. Donc, les groupes ont des éléments de configuration qui sont mutuellement exclusifs. Donc, si on prend un exemple ici, dans le fond, je pourrais avoir plusieurs groupes pour différentes régions, différents sites, et dans le fond, tout mettre ça sous la même compagnie, ou sous le même compte Aruba Central. Et dans le fond, je peux aussi avoir une configuration par défaut. Donc, tout nouveau point d'accès pourrait se voir octroyé ou attribué sur le groupe par défaut avec une configuration par défaut. Et ça offre une certaine latitude. Donc, un dispositif qui, lui, serait non provisionné, je pourrais décider, dans le fond, de le déplacer vers un nouveau groupe, si c'est un nouveau site, et, dans le fond, créer une nouvelle configuration, complètement nouvelle, spécifique à ce site-là. Et, en créant le nouveau groupe, je vais, dans le fond, avoir la possibilité d'importer la configuration qui est présentement en service sur ce point d'accès, faisant en sorte que je vais créer mon canevas de configuration automatiquement par l'importation et l'attribution à ce nouveau groupe. Et le point d'accès va se trouver à déplacer dans le groupe. Toutefois, il est possible pour moi, pour un dispositif qui serait non provisionné, de décider qu'il appartient à une même famille, que ce point d'accès-là, dans l'exemple ici, dans le fond, est déployé dans la région de New York et que je désire appliquer le même canevas de configuration que les points d'accès qui sont dans la région de New York. Alors, en déplaçant mon dispositif, second cluster qui va appartenir au même groupe. Donc, c'est de cette manière-là que je suis capable de faire, par exemple, les fonctions de Zero Touch Provisioning. Est-ce que, dans le fond, comme je vous disais, le folder et la notion de groupe sont comme consolidés ensemble? Alors, dans le fond, est-ce que le groupe ne sert qu'à des configurations dans le contexte de Central? Eh bien non. Le groupe sert aussi pour gérer les accès usagers. Donc, être capable de définir les droits en gestion sur un usager en particulier et lui permettre, admettons, pour un gestionnaire qui est uniquement, dans le fond, qui pour lui aurait, admettons, juste la possibilité de voir les clusters qui sont dans la région de New York, on pourrait le confiner uniquement à cette région-là. Donc, avec cette notion-là, ça me permet de définir les droits d'accès. Ça me permet aussi de définir tout l'aspect monitoring, c'est-à-dire que toute la surveillance peut être faite pour un groupe donné et que mon tableau de bord va, dans le fond, non pas montrer l'ensemble de tous les groupes, comme ici, on voit que ça cible all groups. Bon, ben, je peux faire mon monitoring sur un groupe ciblé et voir les statistiques sur ce groupe-là en particulier. Ça me permet aussi de générer des rapports, être capable justement de définir un rapport, admettons, de consommation réseau ou un rapport de conformité PCI sur un groupe en particulier, faisant en sorte que, par exemple, pour une large corporation, tout à l'heure, je vous parlais d'une chaîne de commerce au détail, cette chaîne de commerce au détail pourrait vouloir rouler le rapport de conformité PCI sur ses points de vente.
et ces entrepôts pourraient être exclus de ce rapport. Même chose pour les alertes. Donc, il est possible, dans le fond, de gérer les alertes par groupe. Et aussi être capable, justement, d'appliquer les mises à jour de firmware de manière spécifique à un groupe donné. Donc, on n'est pas obligé d'imposer la mise à jour sur l'ensemble des clusters ou l'ensemble des dispositifs qui appartiennent à un groupe. Donc, on peut gérer les mises à jour granulairement par contrôleur virtuel ou par commutateur, vraiment spécifiquement à un groupe donné, de manière, par exemple, encore une fois, en citant l'exemple de commerce au détail, donc on pourrait céduler une mise à jour qui serait spécifique pour les points de vente durant la nuit, lorsque le magasin est fermé, et maintenir, dans le fond, une version de firmware qui serait différente pour les entrepôts. Et dans le fond, ne faire la mise à jour des entrepôts que, par exemple, après la période des fêtes, au retour du rush de Noël. Donc, cette solution-là offre cette flexibilité. Donc, on a plusieurs types de dispositifs et dans le groupe, on retrouve, dans le fond, plusieurs catégories de configuration. Donc, dans un même groupe, on peut avoir des configurations spécifiques au sans-fil, spécifiques au commutateur Aruba et spécifiques au Mobility Access Switch, donc les plus vieilles switches Aruba, toujours. Et regrouper ça ensemble. Donc, c'est vraiment dans une philosophie de gestion d'une branche ou d'une gestion d'un site filaire et sans fil. Il est aussi possible de créer des configurations spécifiques pour un dispositif en particulier. Donc, par exemple, dans mon groupe de la Californie, être capable de cibler un point d'accès en particulier pour lui appliquer une configuration spécifique à ce point d'accès-là. Donc, par exemple, je pourrais modifier la configuration radio et je pourrais modifier, par exemple, l'adresse IP au lieu qu'elle soit DHCP, l'adresser de manière statique sur un commutateur. Donc, au niveau terminologie, donc il y a des choses qui ne changent pas. Donc, quand contrôleur virtuel, ça se trouve être au niveau du IAP. Donc, le Master EIP, c'est sur le point d'accès maître qui contrôle le cluster. Donc, c'est lui qui détient le contrôleur virtuel. Le Slave IAP, dans le fond, c'est le point d'accès qui est joint au main cluster et qui se trouve, dans le fond, à être un point d'accès secondaire. Un cluster, c'est la notion, justement, d'avoir un regroupement de IAP qui fonctionnent ensemble en coordonnant l'itinérance et en partageant une même configuration pour un même site. Et dans le fond, le cluster, c'est aussi un essaim, donc un swarm, c'est un synonyme. Donc, et voilà. Donc, le master étant identifié ici. Donc, le master AP est toujours identifié en gras pour identifier, dans le fond, le dispositif. Dans le contexte ici, vous remarquerez que le nombre de MAC adresses ou de dispositifs présents ou rapportés par Central se trouve être fidèlement la représentation du nombre de points d'accès. Donc, pour ceux qui avaient eu la chance de regarder comment fonctionne Instant sur Airwave, ils auraient pu remarquer que dans le fond, Airwave génère dans le fond un identifiant pour le contrôleur virtuel avec dans le fond la MAC adresse du contrôleur virtuel, faisant en sorte que souvent on va se retrouver avec une MAC adresse supplémentaire ou un dispositif qui est répertorié comme étant le contrôleur virtuel, mais qui est supplémentaire, qui n'était pas compté dans le fond au niveau des licences Airwave,
mais il apparaissait quand même en supplément, ce qui parfois aussi portait à confusion. Donc, c'est simplement pour indiquer qu'on peut avoir, dans le fond, des configurations spécifiques à des sites grâce justement à des configurations par contrôleur virtuel. Lorsqu'on s'en va, dans le fond, faire la configuration de manière plus spécifique, on s'en va, dans le fond, définir, comme l'exemple ici, le warehouse, et être capable justement de spécifiquement cibler la configuration pour un point d'accès en particulier. Donc, l'élément de configuration a été édité ici au niveau du point d'accès. Donc, en cliquant sur le crayon, on est en mesure justement d'aller chercher les détails spécifiques. Et là, on est capable de modifier, par exemple, ici, le canal. Bon, c'est un exemple. Donc, ici, on peut éditer, dans le fond, le nom d'un contrôleur virtuel. Je pourrais vous montrer cela un peu plus en détail avec le démo tout à l'heure. Donc, vous comprendrez que cette section-ci, c'est un pré-enregistrement d'une séquence qui a été toute faite. Et voilà. Donc, un peu comme dans l'exemple ici, il est possible justement de faire ce qu'on appelle des overrides par contrôleur virtuel pour spécifiquement définir un paramètre en particulier. Donc, sur le contrôleur virtuel, c'est d'aller sélectionner l'élément en particulier. Et d'aller en éditer la configuration. Tout simplement, encore une fois, en cliquant sur le crayon et en allant, dans le fond, modifier un paramètre en particulier, comme par exemple le numéro de VLAN ici, qui serait attribué pour les usagers qui sont authentifiés sur le SSID. De cette manière-là, on est en mesure de faire, dans le fond, un changement qui est spécifique à ce contrôleur virtuel. Vous remarquerez qu'il y a la petite loupe en haut à droite qui, dans le fond, permet de rechercher les éléments qui sont répertoriés dans le compte. Comme là, ici, on a fait la recherche d'un point d'accès en particulier ou d'un contrôleur virtuel en particulier. Et ici, on fait l'exemple, justement, de configurer un local override spécifique à ce cluster pour envoyer ces mêmes usagers qui sont authentifiés au niveau du SSID comme étant des employés, de les envoyer dans le fond sur le VLAN 20 plutôt que le VLAN 10 comme c'était défini précédemment. Tout ça avec le même canevas de configuration. Puis ici, on est capable de voir justement les détails des overrides pour chacun des clusters. Donc, c'est très similaire, dans le fond, à
à la manière dont les local overrides sont gérés dans Airwave. De manière similaire, il est possible de faire justement des modifications au niveau des commutateurs, être capable justement de faire des modifications spécifiques à un commutateur en particulier, en utilisant justement des per switch override, donc être capable justement tout, encore une fois, aller modifier la configuration de manière spécifique. Donc, on va chercher, on sélectionne le commutateur en question, et là, on est en mesure justement d'ajouter, par exemple, le VLAN spécifiquement pour cette switch-là. Et là, on l'applique. Donc, avec le petit bouton comme brisé, ça nous permet de voir justement les éléments de configuration qui divergent de la configuration qui est comme la configuration étalon, si je pourrais dire, qui se trouve être le canevas global associé au groupe, et de voir dans le fond les modifications qui sont spécifiques au commutateur en question. Donc, il est possible, dans le fond, de définir des éléments de configuration qui sont globaux, puis après aller éditer, par exemple ici, une puissance maximale qui serait différente pour ARM dans un des clusters en particulier, et définir, dans le fond, des ports qui seraient désactivés ou activés au besoin dans un cas ou dans l'autre. Il est possible aussi de faire des éléments de configuration via CLI pour les commutateurs Aruba, de manière à pouvoir, dans le fond, spécifiquement attribuer des éléments de configuration. Donc, ces CLI snippets ne peuvent pas être appliqués pour les configurations sans fil, ne peuvent pas être appliqués non plus pour les Mobility Access Switch, donc les vieilles switches Aruba. Et dans le fond, s'applique pour les nouveaux commutateurs Aruba, qui sont dans le fond les commutateurs HPE Aruba. C'est accessible via les Advanced Settings, et c'est ce qui permet dans le fond de sélectionner sur quel modèle les éléments de configuration vont s'appliquer et de quelle manière justement on va appliquer les éléments de configuration, comme là ici l'exemple ici avec le spanning tree pour l'activer. Ça va être appliqué sur l'ensemble des commutateurs. Il est possible de cloner des configurations, donc être capable justement de prendre un groupe et être capable justement de dupliquer le groupe en question de manière à créer une nouvelle entité pour laquelle on va, dans le fond, prendre tous les éléments de configuration, les mettre dans le nouveau groupe, de manière, comme ici, créer le groupe California Clone, et qui, dans le fond, va détenir la même config. Et par la suite, lorsqu'on va déplacer les points d'accès ou les commutateurs, bien, ils vont se trouver à appliquer cette nouvelle configuration. Donc là, si on déplace les dispositifs d'un groupe à l'autre, c'est la manière dont on va procéder pour justement
faire en sorte qu'un dispositif qui était associé à un groupe, comme par exemple au tout début, je vous indiquais là, le groupe par défaut, après on est capable justement de déplacer un point d'accès ou un switch vers le nouveau groupe qu'on a créé, de manière à ce qu'il puisse hériter de la nouvelle configuration. Donc ici, on va prendre un des points d'accès qui était précédemment associé à Warehouse. On a disons, une notice indiquant que justement ça va modifier la configuration. Donc on a une espèce d'alerte pour éviter les erreurs. Et dans le fond, ici, donc, je vais m'apprêter à faire la démo en espérant que ça fonctionne très bien. Parce que, bon, vous comprendrez que les ingénieurs de système ont comme des droits particuliers. Souvent, les dispositifs sont associés en arrière-plan à des comptes qui sont différents de ceux des clients, faisant en sorte que ça amène certains défis parfois. Alors, première étape, vous remarquerez que j'ai mis ici un nouveau point d'accès. En fait, j'ai fait un cluster de points d'accès nouvellement. Attendez un peu. Je pense que je n'ai pas accédé à la bonne adresse. Là, vous pouvez voir ici le master IP, c'est 192.168.1.100. Donc, dans le fond, j'ai accédé le contrôleur, en fait, le slave AP, ce qui fait en sorte que c'est la raison pour laquelle je ne vois aucun point d'accès présentement. Donc, si tout simplement, je vais accéder le master AP, je vais m'y reconnecter. Donc, nom d'usager, mot de passe par défaut, admin. Donc, jusque-là, tout va bien. On a justement la notice nous indiquant qu'on a droit à 90 jours d'essai sur Aruba Central gratuitement. Vous remarquerez que le nouveau SSID par défaut n'est plus instant, mais bien set me up. Donc, nouveau SSID à partir de la version firmware 6.5.2, c'est modifié. Donc, j'ai deux points d'accès ici qui sont présentement joints en cluster. Donc, si je vais voir les détails, on va voir que c'est des points d'accès Instant AP 215. Donc, ici, je vais avoir leur numéro de série et MAC adresse. Et voilà. Donc, je vais aller du côté de Aruba Central. Je vais m'authentifier. J'ai quand même un petit délai, un petit lag. Et voilà. Alors, je m'authentifie. Vous allez remarquer ici, du côté d'un client normal, il n'y aura pas cette seconde authentification demandée. Ça, c'est vraiment spécifique à nous, à l'interne de chez HPE. On nous demande de nous réauthentifier. Ah, je pense que mon single sign-on a passé. Finalement, j'ai peut-être pas le... Ça a plus l'air réel, je crois. Et voilà. Donc, c'est le processus normal de login. Et voilà. Ça a fonctionné ce coup-ci. Direct. Donc, un client a la possibilité d'avoir jusqu'à 5 comptes disponibles. Donc, il est possible d'avoir, par exemple, un compte pour vous à la maison, un compte chez une autre entreprise, votre compte en mode Managed Service Provider. Présentement, je vais utiliser le compte de Chris Peacock, qui se trouve être notre, je pense que c'est Consulting Sales Engineer ou Consulting Engineer, vraiment associé très proche du développement. Et vous allez avoir l'occasion de voir les
les dernières nouveautés. C'est la raison pour laquelle je vais adopter le cluster en question sur le compte de Chris, justement pour être capable d'avoir un peu plus de fonctionnalité à vous montrer. Donc, voici le tableau de bord. On voit l'ensemble des points d'accès, commutateurs, statistiques clients. Par défaut, on voit tous les groupes. Donc, on a différents groupes de disponibles. Et, un petit rafraîchissement ici. Et dans le fond, j'avais créé Paul 01, Paul 02. Je vais donc créer un nouveau groupe pour mes nouveaux points d'accès que je vais adopter. Et je vais être extrêmement original. Je vais l'appeler Paul 03. Et voilà. Suivant. Donc, il faut sécuriser justement les configurations qui sont associées à ce groupe. Alors, je vais être encore une fois ultra original. On va faire ça ultra simple. Aruba 1, 2, 3. Et voilà. Donc, j'ai créé un nouveau groupe avec des configurations vides et dans le fond, j'ai aucun point d'accès associé à ce groupe présentement. Donc, complètement vide. En cliquant sur le petit damier ici, je peux aller dans le fond dans les paramètres de configuration globaux. Et à travers les paramètres de configuration globaux, c'est ici que je peux gérer les dispositifs. Donc, je peux gérer les clés de souscription ici. Donc, c'est ici, lorsque un client va acheter de nouvelles clés, on va les ajouter à travers cette page. Et dans le fond, pour gérer ça correctement, il faut que je sois dans tous les groupes. Et voilà. Donc, on va aller ici au niveau Device Provisioning. Je vais ajouter des périphériques. Il y a diverses manières d'ajouter les périphériques. Je peux l'ajouter avec, dans le fond, la liste des MAC adresses avec les numéros de série des différents périphériques. Je peux l'activer à travers mon Aruba Activate. Généralement, ça va être la fonction qui va être préconisée ou utilisée par les service providers dans des offres de Managed Service Provider. Ou encore en utilisant le Cloud Activation Key. Donc, le Cloud Activation Key, si je me reconnecte ici sur mon Aruba Instant Cluster, mon master, mon AP master, va dans le fond se joindre automatiquement au cloud. Et on va remarquer justement la clé d'activation qui va être définie ici. Alors, à l'aide de cette clé-là, c'est ce qui va me permettre de joindre, par exemple, l'ensemble d'un cluster, si j'ai 75 IAP joints tous ensemble. À l'aide de la clé, je vais être capable de rentrer une seule identification et faire en sorte que justement, je vais adopter l'ensemble des 75 AP d'une shot, sans être obligé de rentrer les MAC adresses et les numéros de série de chacun. Donc, dans le cas ici, bon, ne sachant pas comment va se comporter le système avec les fameux numéros de série des points d'accès que j'ai été chercher dans mon inventaire, je vais y aller manuellement pour les besoins de faire une preuve de concept qui a plus de chances de fonctionner à cause du type de dispositif que j'utilise. Alors, je vais rentrer le numéro de série ici. Donc, c'est K0019249. Et voilà. Et je vais rentrer l'autre. A, C, A3, 1, E, C5, B7, F2. C'est 0, 0, 3, 2, oups, 4, 2, 0.
moment de vérité. OK, bon. On va essayer... ce que je redoutais, un petit trouble d'adoption. Et ouais, bon. On va y aller avec le Cloud Activation Key. Souhaitons que là, ça va fonctionner. Ah ben tabarouette. Je suis chanceux. C'est rigolo. Alors, l'importation est faite. Et on voit justement le dispositif qui est ici. Donc, moi, je vais l'attribuer justement au nouveau groupe que je viens de créer. Ça va être Paul 3. Et voilà. On voit que le dispositif maintenant est attribué au groupe, mais qu'il n'est pas, qu'il n'y a pas de souscription, d'assignation de licence. Alors, ce que je vais aller faire ici, je vais dans le fond assigner une licence à mon point d'accès. Et voilà. Donc, j'ai une licence de dispositif assignée dessus. Et bien entendu, si je veux utiliser les différents types de services qui sont disponibles, ben, il va falloir que j'y assigne aussi les options. Alors, ici, hop. Et dans le fond, je clique sur l'ensemble des services. Comme je vous disais, c'est possible de le faire à la carte en fonction des besoins ou en fonction de qu'est-ce qu'on veut offrir. Il n'est pas obligé d'assigner tous les services, mais comme je veux vous les montrer, alors je vais toutes les assigner. Oh, man. OK, attends un peu. Hop. Used. Hop. OK. Et voilà. Bon. J'ai excédé le décompte des licences. Il va falloir que j'achète une nouvelle licence de service. All right. Donc, une fois que le point d'accès va être joint, dans le fond, à Central, si on revient ici et qu'on rafraîchit, lorsque le point d'accès va être vraiment joint et géré par Central, ce qu'on remarque, c'est que les éléments de configuration ne sont plus accessibles. Donc, l'ensemble des SSID, des configurations réseau, ne peuvent plus être gérés localement, mais sont bel et bien gérés par Central de manière centrale. Alors, dans mon contexte ici, je vais aller sélectionner le groupe Paul 03.
Et je vais aller chercher le Network Management. Via le Network Management, je peux aller sélectionner la configuration sans fil. Et via la configuration sans fil, créer, dans le fond, un nouveau SSID de test. Tout simplement. Donc, je peux créer, mettons, test Wi-Fi. Pour lequel je vais faire, par exemple, une optimisation complète au niveau de la filtrage de diffusion. Je vais optimiser le filtrage de la multidiffusion, donc du multicast. Même on pourrait faire... on pourrait optimiser, dans le fond, le SSID pour la voix sur IP, par exemple. Puis, dans le fond, assigner des vitesses plus élevées, 12 mégabits. Ici. On peut faire justement la gestion de la zone. Si, admettons, certains points d'accès appartiennent à la zone warehouse ou entrepôt. Et dans le fond, limiter la diffusion du SSID juste dans cette zone-là. Possible de mettre des contrats de bande passante. Donc, c'est la même configuration que la configuration à laquelle vous êtes habitué avec Aruba Instant. Il est possible, dans le fond, de définir sur quelle bande de fréquence on veut l'activer, le masquage du SSID, le seuil de nombre de dispositifs qui peuvent être connectés simultanément par radio. Le seuil de demande, donc ça c'est en dB, par exemple, pour la voix sur IP, généralement, on va mettre un seuil à 15 dB de rapport signal à bruit. Dans un SSID invité, par exemple, on pourrait mettre le Deny Inter-User Bridging. Puis, il est possible aussi de définir la période de temps, donc être capable de définir des plages de temps pour lesquelles le SSID va être annoncé ou ne sera pas annoncé, de manière à faire en sorte de désactiver la radio, par exemple, durant la nuit, et faire en sorte justement d'économiser l'énergie puis d'éviter que le Wi-Fi soit un vecteur d'utilisation durant la nuit ou un vecteur d'attaque potentiel durant la nuit. On fait Next. Bon, dans le contexte ici, soit comme tout à l'heure, on pourrait l'assigner Network Assign avec un numéro de VLAN défini, ou encore le mettre Virtual Controller Assign. Donc, si on le fait Network Assign, on définit, mettons, VLAN 10. Dans le cas particulier, vu que je n'ai pas de commutateur comme tel, je vais le laisser assigner par le contrôleur virtuel. Au niveau sécurité, on peut définir ça avec PSK ouvert ou encore en mode entreprise. En mode entreprise, bien entendu, il va falloir spécifier le serveur Radius. Dans le contexte ici d'utilisation, on va garder ça relativement simple avec justement WPA2 personnel avec une phrase. Et avec l'originalité habituelle, je vais utiliser le Aruba 123 comme mot de passe. Et voilà. Bien entendu, vu qu'on parlait de SSID pour la voix, donc on va activer les diverses options justement de 802.11r pour l'itinérance rapide, le K, le V. On va s'assurer que les dispositifs obtiennent leur adresse IP via DHCP, de manière à éviter que quelqu'un usurpe l'adresse via un ARP injection, usurpe l'adresse du default gateway. Et dans le contexte ici, on pourrait le laisser complètement unrestricted. Toutefois, on pourrait mettre des règles, admettons, pour prioriser SIP et s'assurer, dans le fond, que ARM est désactivé pendant, justement, qu'il y a un appel de voix. Mais bon, on garde ça relativement simple. Et voilà, donc on vient de déployer Test Wi-Fi. Il est possible, justement, de modifier les paramètres au niveau RF, par exemple. Donc, activer Client Match, par exemple. Et, dans le fond, modifier le seuil, par exemple, à 20 dispositifs avant de faire une espèce de load balancing. Le paramètre par défaut étant 5, qui, selon moi, est un petit peu agressif. Peut-être un petit peu trop agressif. C'est vraiment pour des petites PME avec un paramètre de 5. On peut laisser l'assignation des canaux de manière totalement dynamique et, par exemple, désactiver le 80 MHz pour forcer des canaux de 40 MHz dans le 5 GHz.
On enregistre ça. Au niveau système, on va retrouver dans le fond justement mon contrôleur qui s'appelle encore SetMeUp. C'est pas très sexy comme nom. Donc on va l'appeler, hein, encore une fois avec preuve d'originalité, on va l'appeler Paul03. Hop. Et voilà. On peut définir le time zone. Et voilà, Eastern Time Zone. Indiquer qu'on veut favoriser de connecter sur le 5 GHz pour le band steering. On est au Canada, donc time.nrc.ca, ça va être mon serveur de temps qui est un petit peu plus proche de chez moi. On veut, admettons, permettre de faire du mesh, donc on va désactiver le SSID étendu et l'enregistrer. Bon, bien entendu, cette notion-là de Extended SSID, lorsqu'on le désactive, nécessite le redémarrage du point d'accès avant de pouvoir être effectif pour être capable d'activer le mesh. Donc, on a une petite notice ici. Au niveau de sécurité, mon mot de passe par défaut ici, je vais le changer pour encore une fois être très original en spécifiant Aruba 1, 2, 3. Et voilà, Aruba 1, 2, 3. Et là, j'enregistre mes paramètres. Et si on se connecte ici, bon, ben, mon point d'accès ne répond plus. Et voilà, la connexion n'est plus sécurisée. Ça peut avancer. Donc, dans le fond, j'ai modifié la configuration. Le mot de passe est maintenant changé. Alors, je ne peux plus m'y connecter avec le mot de passe par défaut qui est admin. Alors, il va falloir que j'utilise mon nouveau mot de passe. Et voilà. Donc, on voit que les paramètres sont assignés. Les noms des points d'accès ne sont pas très éloquents non plus. Alors, on pourrait, dans le fond, modifier les noms de chacun des points d'accès. Donc, je vais spécifiquement sur le premier ici. Et avec le petit bouton qui apparaît, le petit crayon, je suis en mesure justement de modifier, dire que c'est un IAP 215. Définir, mettons que ça va être le front store. Et enregistrer ce nom. Et modifier ici. Let's go. IAP 215. Backstore. Et voilà. Et là, ça commence à ressembler à une véritable installation, n'est-ce pas? Alors, si on va voir au niveau présence analytique, on voit dans le fond les statistiques. Donc, je pourrais aller, mettons, sur Home et voir l'ensemble des éléments de statistiques qui ont été répertoriés au niveau des passerby. Bon, c'était peut-être pas une bonne idée. J'ai pas beaucoup de statistiques sur ça. Ça fait moins cute. Si on va du côté Office, là, on le voit très bien. Là. Avec justement le dwell time. Donc, c'est les KPI habituels, justement. Et dans le fond, les KPI peuvent être ajustés avec justement les paramètres ici pour signifier à quel niveau, justement, je veux modifier et considérer justement que
que ce n'est pas juste une personne qui est passée devant la boutique, mais qu'il est vraiment arrêté et qui est à proximité. Donc, je peux ajuster le niveau de sensibilité et définir le niveau de nombre de minutes avant de dire que justement un visiteur est vraiment une personne qui est engagée, vu qu'il a passé plus de temps dans la boutique. Donc, ça, c'est un des éléments au niveau de la présence et de l'analytics. Au niveau communication unifiée, on a dans le fond, là, ça me prendrait des communications avec voix sur IP over Wi-Fi avec Link. Donc, c'est vraiment optimisé pour aider, faciliter, diagnostiquer les problématiques de Link dans le cloud. Et, hop, j'ai le Guest Access. Donc, ici, avec le Guest Access, je peux gérer mes accès invités, créer des pages d'accès invités qui sont, dans le fond, personnalisés. Mettons, je vous montre rapidement ça, à quoi ça ressemble. Si vous avez un exemple, on peut mettre une image de fond d'écran, le logo, faire en sorte que, bon, la personne, c'est une personne qui est sponsorisée, va rentrer son nom d'usager, son mot de passe. S'il n'est pas sponsorisé, il peut s'enregistrer. Donc, l'enregistrement peut être fait soit par courriel, par exemple, ou avec téléphone. Dans le fond, il va recevoir son code via SMS. Et dans le fond, on demande à la personne d'accepter les politiques d'utilisation. Lorsque c'est par courriel, il est possible de définir, par exemple, que la personne va quand même obtenir un accès pour 5 minutes, de manière à ce qu'il puisse récupérer le nom d'usager et mot de passe et être capable d'activer son compte et s'enregistrer pour avoir justement un accès sur une plus longue période. Donc, c'est le genre de paramètre qui est possible d'appliquer ici pour l'accès invité. Donc, possible justement de faire accès anonyme, authentifié, Facebook. La vérification du courriel peut être demandée ou pas. On peut l'autoriser pour 5 minutes gratuitement et après ça, ben, il faut qu'il soit enregistré. Et on peut déterminer, dans le fond, la durée du bail, comme par exemple ici, je l'ai mis pour une durée de 4 heures, mais ça pourrait être illimité. On peut permettre les connexions sociales, donc connexion via l'identifiant Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Même si, admettons, on a un échec de connexion, d'authentification, on pourrait permettre quand même la connexion vers l'Internet. Dans l'éventualité où on voudrait éviter justement d'avoir des pop-up de sécurité lorsqu'on presse sur le bouton pour soumettre l'identité de l'usager, bon, il est possible de déployer des certificats sur le contrôleur instant et dans le fond, on va signifier quel est le nom, le common name qui est inclus dans le certificat pour éviter justement d'avoir des problèmes de validation de certificat. Par la suite, on peut revenir à l'URL d'origine lorsque l'usager s'est authentifié correctement ou forcer la redirection vers le site web de votre compagnie. Le profil du portail captif peut être partagé via plusieurs comptes. Donc ça peut être très utile dans un contexte de Managed Service Provider, faisant en sorte, par exemple, que vous pourriez définir un portail captif qui serait spécifique à TELUS ou spécifique à Bell pour l'ensemble de vos clients, qui lui serait un portail qui serait, dans le fond, le portail par défaut. Et par la suite, un usager peut se voir limiter son droit d'accès en fonction du nombre de sa consommation en termes de minutes ou encore sa consommation en termes d'usage de nombre de mégabytes qu'il a utilisé. On peut favoriser certains URL. Par exemple, si ce serait le portail de Bell, on pourrait favoriser l'accès au site de Bell, faisant en sorte que ça bypasse l'authentification et permet, dans le fond, d'afficher les publicités automatiquement. Bon, via la ouais, là, il va me demander d'annuler ici si je veux basculer ici à la personnalisation. Au niveau personnalisation, on a, dans le fond, la possibilité de changer, comme je vous ai montré, le splash page, le logo d'arrière-plan, l'image d'arrière-plan, le logo, etc. Donc, bon, un peu, j'ai comme let's go. Hop. Je pense que je me suis enfargé dans les changements ici de paramètres. Il faut que je revienne ici. Hop.
hop, hop, et voilà. Personnalisation. Et voilà. Ah, et voilà. Bon. Donc, il est possible de changer les couleurs, les titres sur les boutons, les logos. Possible de changer les textes qui figurent là, les termes et conditions, la manière dont on veut afficher, dans le fond, les termes et conditions. Et il est possible aussi d'ajouter des bannières d'annonces ou d'advertisements. Donc ça, c'est dans le fond pour faire le tour du ClearPass Guest rapidement. Lorsqu'on a dans le fond Clarity, dans le fond, c'est pour faciliter le diagnostic et le déverminage des sessions des usagers. Pour ceux qui étaient peu au courant ou pas au courant de qu'est-ce que Clarity au niveau de Aruba, en fait, c'est la solution qui permet de prendre des mesures. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un Stateful Firewall intégré au point d'accès. Mais souvent, les usagers se connectent sur le réseau sans fil, se plaignent qu'ils n'ont pas de connexion adéquate. Mais pour que la connexion puisse bien fonctionner au niveau du sans fil, dans le fond, il faut que différents éléments soient présents. Donc, il faut, oui, que le dispositif soit capable de s'associer au réseau sans fil, mais bien entendu, il faut que son authentification fonctionne adéquatement, il faut que le DHCP fonctionne adéquatement, il faut que la page du portail captif s'affiche rapidement et adéquatement, puis il faut que la résolution DNS soit faite dans des délais adéquats. Alors, l'avantage de la solution Clarity, c'est vraiment d'être à travers ces différents métriques-là, être capable justement de mettre le doigt sur le vrai bobo, être capable de dire, bon, ben, mon association au réseau sans fil s'est faite adéquatement, donc mon problème, ce n'est pas le réseau sans fil. Toutefois, mon authentification, ben, elle a pris, par exemple, au-delà de 5 secondes. Au-delà de 5 secondes, on sait que justement le dispositif client, quand c'est une authentification radius, ben, qui va se produire comme un effet de boule de neige sur les authentifications et faire en sorte que ça va générer des nouvelles demandes d'authentification. Et par conséquent, ça va avoir ça va surcharger d'autant plus le serveur radius qui va nuire à la connectivité. Alors, lorsqu'on a ce type de problème-là, c'est bien de voir justement que les authentifications sont en faute. Et ça permet de dire que le problème, ben, c'est pas les points d'accès, c'est pas la couverture sans fil. En fait, le problème, c'est le serveur radius en arrière-plan. Ou encore, dans certains cas, ben, c'est le serveur DHCP qui n'offre pas une adresse IP de manière adéquate. Comme ici, on voit justement que la requête DHCP, j'en ai une qui a été retardée, qui a posé un certain problème. Alors, ça nous permet justement de voir c'est quoi les causes de faute. Et ici, on voit que, bon, ma faute que j'ai eue lors de mon association précédente était liée, dans le fond, à mon serveur DHCP. Alors, ça nous permet de voir aussi en perspective le délai cumulé et voir, dans le fond, que l'association puis l'échange de clés, ça a été très peu, ça s'est fait très rapidement. Toutefois, ben, ici, j'ai des échanges qui ont été beaucoup plus lents. Et voilà. Donc, ça permet justement de mettre le doigt sur le vrai bobo avec la solution Clarity. Donc, si je fais le tour VisualRF, qui est un nouveau module qui va bientôt être disponible pour les usagers. Donc, il m'est possible, par exemple, de définir des plans d'étage comme dans le VisualRF traditionnel, qui est dans Airwave. Et dans le fond, je vais devoir inclure le plan d'étage, définir le bâtiment. Et j'ai défini ici, pas le Building 3, donc j'ai défini dans le fond un plan d'étage en prévision de notre présentation ici. Et je me suis bien entendu assuré de rouler la version Instant 6.5.2.1, qui est la version compatible justement avec le VisualRF. Et dans le fond, sur le plan d'étage qui est défini ici, je vais pouvoir, dans le fond, éditer et ajouter un point d'accès qui serait déployé.
Et là, dans la liste des points d'accès, je vais retrouver mon point d'accès. Donc, je pourrais définir, dans le fond, ici, hop, le point d'accès du backstore et définir ici, à l'avant de la salle, le IAP pour le front store. Donc, on les voit en vert sur le plan, donc c'est similaire à la notion là, de Visual RF pour Airwave, pour lequel, justement, quand le point d'accès est en vert, c'est qu'il est actif. Bien entendu, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il compute le diagramme de rayonnement et qu'il nous montre, dans le fond, la couverture sans fil qu'on obtient. C'est la raison pour laquelle j'avais défini aussi un autre campus avec un autre site, pour lequel on voit justement ici la couverture établie avec justement mes points d'accès que j'avais déployés dans un site tout à fait similaire. Bon, je ne me suis pas cassé la tête, encore une fois, pour des fins de simplicité. J'ai créé, dans le fond, un plan d'étage fictif dans lequel j'ai déployé des points d'accès. Alors, c'est ça à quoi ça ressemble pour le Visual RF. Donc, c'est vraiment similaire à ce qu'on retrouve sur Airwave. Alors, ça fait le tour rapidement de la solution Aruba Instance gérée par Aruba Central. Est-ce que vous avez des questions? Je vais unmuter quelques-uns d'entre vous.